Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene. Si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia?
Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene. Si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia?
La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Buonasera. Bonsoir. Bonsoir. Beaucoup ont été surpris lorsqu'au début de cette année terrible, une année de guerre malheureusement, le pape a décidé de consacrer le message mondial pour la paix au thème de l'intelligence artificielle. Et les gens se sont dit, mais comment ça, face à la violence qui triomphe de plus en plus, en réalité, elle ne s'était jamais arrêtée, mais elle est de plus en plus proche, face à la menace de la guerre, consacrer le message sur la paix, pour la paix au début de l'année à l'intelligence artificielle. Et encore plus, pour la première fois, un souverain pontife décide de participer au G7. Donc les 7 grands personnages les plus puissants de la Terre, le pape participe et qu'est-ce qu'il met au centre de la réflexion? Encore une fois, l'intelligence artificielle. Manifestement, il y a quelque chose qui se passe dont nous faisons partie, dans lequel nous sommes profondément plongés, mais dont nous n'avons pas encore saisi toute la portée. Cette transformation numérique, c'est manifestement quelque chose de plus fort que ce que nous percevons déjà. Pour utiliser les termes du pape au G7, non seulement l'intelligence, mais le cœur même de l'homme court le risque de devenir toujours plus artificiel. Et c'est là qu'entre en jeu le titre du meeting de cette année. À première vue, il pourrait sembler éloigné. On pourrait penser qu'il est sur un autre registre. Mais face à un monde où un nombre toujours plus élevé de machines, de dispositifs techniques sont projetés pour se substituer à l'énergie humaine, la question qui se pose, l'interrogation qui persiste, c'est « mais alors qu'est-ce qui est essentiel chez l'homme? Qu'est-ce qui ne peut pas être remplacé par la machine ?» Dans ce monde qui délègue toujours plus à des instruments techniques ce qu'il faisait, qu'est-ce que l'on ne peut pas déléguer? Alors, dans le titre du meeting, comme cela arrive souvent, il y a aussi une suggestion de méthode implicite, et elle me semble très importante aussi. Justement, à cause de cette explosion, cette force bouleversante de la technologie, dans ce meeting, il y a déjà eu plusieurs rencontres sur ce thème de l'intelligence artificielle. Par exemple, le thème des risques, les risques pour les jeunes, la dépendance, la perte de sommeil qui dérive de l'utilisation des écrans. Cet impact très fort que cela a sur chacun d'entre nous, cela produit une réaction de défense. C'est-à-dire que chez beaucoup de personnes, il y a une sorte de peur collective. L'idée qu'il faudrait peut-être arrêter le progrès, revenir en arrière.
Alors, à mon avis, le titre du meeting suggère une autre voie, peut-être un peu plus longue, un peu plus complexe, mais certainement plus humaine, qui est plus proche des cordes de l'être humain et qui est de se poser sérieusement la question, face à cette technologie, qu'est-ce qu'il y a de proprement humain? Qu'est-ce qui résiste dans cette transformation? Alors, l'idée de fond, c'est que si l'on garde ouverte ce type de questions, l'utilisation de ces instruments pour des personnes qui gardent cette question ouverte vis-à-vis d'eux-mêmes, alors l'utilisation de ces instruments est possible de manière responsable. C'est-à-dire qu'on peut utiliser sans être utilisé. Et ça, c'est le défi que nous aimerions essayer de relever. Pour échanger sur ce thème de l'essence de l'intelligence artificielle, nous avons un plateau d'intervenants, un plateau qu'on pourrait dire véritablement spatial, sans euphémisme. Alors, je vais commencer ma présentation. La première personne que je vais présenter est ici. Et c'est quelqu'un qui est bien connu. C'était un grand ami du meeting. C'est le père Paolo Benanti. On dit toujours que les gens n'ont pas besoin d'être présentés, et c'est particulièrement vrai dans son cas, parce que c'est certainement l'une des personnalités les plus respectées et les plus actives sur le jugement et l'évaluation de ces thèmes. Il faudrait beaucoup de temps pour décrire tout ce que vous faites. Vous êtes professeur à l'Université grégorienne de Rome, expert en bioéthique, en éthique des technologies. Vous êtes professeur, visiting professeur à Seattle. C'est la dernière de vos mentions que j'ai découvertes. Mais surtout, vous êtes un grand ami du meeting parce que dans un moment très compliqué, il ne nous prive pas de sa présence. Donc merci encore, Père Paolo. L'autre intervenant que nous avons ici en présence, c'est un nouveau visage parmi les intervenants du meeting. C'est un ingénieur, Luca Tagliaretti. Il est actuellement directeur général du Centre européen d'expertise qui a son siège à Bucarest. C'est l'une des agences européennes et nous l'entendrons. Il s'occupe spécifiquement de cybersécurité. J'ai dit que c'était un visage nouveau parmi les intervenants du meeting, mais je ne peux pas dire que c'est un visage nouveau pour le meeting parce qu'il m'a expliqué qu'il a été bénévole ici au meeting. Donc, certainement, il a une certaine expérience. Donc ça, c'est un message pour les bénévoles. On peut faire carrière au meeting. Et pour terminer, je remercie parce que connecté avec nous, nous avons le professeur Mario Rasetti qui est à Turin. Merci. Merci, Monsieur Rasetti. Vous avez été professeur émérite de physique théorique à l'École polytechnique de Turin, président du groupe national sur la structure de la matière du CNR. Vous avez reçu différents prix pour vos découvertes dans le domaine de la physique. Et surtout, vous êtes l'un des premiers scientifiques qui s'est intéressé au thème de l'intelligence artificielle dans toutes ses dimensions, et en particulier dans ses développements les plus importants. Donc, comme je vous le disais, nous avons ici un panel d'intervenants desquels nous pouvons recevoir une grande aide. Donc, j'aimerais commencer par vous, le Père Benanti, pour aller au cœur de notre question, c'est-à-dire quelle est l'essence de cette intelligence artificielle et pourquoi est-ce qu'il est aussi important? Pourquoi est-ce que le pape a été poussé à prendre une position aussi nette? Qu'est-ce qu'il y a en jeu et quel est l'impact sur nous de cette transformation numérique? Bene, buonasera. Bonsoir à toutes et à tous. Pour moi, c'est un plaisir d'être ici dans cet esprit d'amitié qui est l'esprit que j'ai découvert à ce meeting. Moi, je ne sais pas si je veux répondre aux affirmations faites par le pape. Mais j'essaie de prendre au sérieux cette invitation d'aller vers l'essentiel. Parce qu'aujourd'hui,
L'intelligence artificielle est un thème qui doit être discuté du G7 jusqu'aux Nations Unies. Pour répondre à cette question, je pense que 2 points sont nécessaires à souligner. Le premier point est le suivant. Quelque chose est arrivé à la réalité qui nous entoure. Un titre provocatoire, ce serait la réalité n'est pas la même. Je fais référence à la Deuxième Guerre mondiale, quand dans les laboratoires, la réalité de l'information n'était pas le seul terme défini, mais il y avait une autre composante qui a changé la nature des objets qui nous entourent. La chose particulière était la manière de diffusion de cet élément. La diffusion n'était pas seulement gérée par les laboratoires, mais les transistors étaient gérés par les entreprises qui voulaient que les employés faisaient une formation au laboratoire. Et puis, il y a eu l'insertion des éléments informatiques dans la réalité. Quel est le sens de ça? Passons aux pratiques. J'essaie de raconter mon expérience. J'ai été invitée par une université américaine et l'un des professeurs qui m'a invitée, l'un des meilleurs professeurs de l'informatique, eh bien, il a commis une erreur énorme. Il a dit « Je vais te récupérer à l'aéroport ». Mais le problème, c'est que je suis arrivée pendant la nuit. Mais il est venu me récupérer avec une voiture qui était le symbole de sa condition. Une voiture électrique guidée par l'ordinateur. Cela fait, il m'a mené vers l'hôtel. Et après 20 heures de voyage, nous sommes arrivés à l'hôtel et j'ai demandé comment est-ce que je pouvais ouvrir la voiture. Et moi, je ne devais que appuyer sur un bouton. Et alors, je demandais si la batterie prend feu. Qu'est-ce qui arrive? Et alors, cette anecdote nous raconte quelque chose de la réalité. Cette voiture qui est définie par l'ordinateur devient une réalité concrète. Aujourd'hui, j'achète cette voiture qui a tout le hardware dont elle a besoin. Et seulement si je paie quelque chose, il y a d'autres fonctions qui sont en plus. Et maintenant, il y a des opérateurs européens qui ajoutent quelque chose dans les voitures seulement si on paie un abonnement. Où il y a une batterie électrique qui est ajoutée au moteur seulement si on paie quelque chose de plus au-delà de la voiture. Et alors, la réalité est définie par le logiciel. Voilà une expérience mentale. À Seattle, je suis entrée dans un magasin où on peut acheter tout. Mais l'ordinateur fait tout. Et si quelque chose se brise, la nature de l'homme change pour toujours. Ce n'est pas seulement un supermarché, parce que rien ne peut entrer ou sortir. Pensez à un hôpital. Si l'une de ces attaques informatiques s'approprie l'hôpital, la nature de l'homme change pour toujours. Soit il s'agit d'une salle d'attente, soit il s'agit de quelque chose de pire.
le logiciel définit la réalité. Cela mène à deux problèmes. Un problème économique. Les grands producteurs de l'ordinateur le montrent. En économie, on parle des biens. Le carburant est un bien de la voiture. Le hardware devient un bien du logiciel. On peut acheter l'ordinateur dans n'importe quel producteur. Mais si le logiciel définit la réalité, le problème est le suivant. Est-ce que la réalité devient un bien du logiciel? Si c'est la réponse, alors l'intelligence artificielle peut tout simplement changer le contrôle. Les experts du droit savent que le droit romain associe à la possession de l'objet l'usus et le fructus. Je peux utiliser le bien, je peux détruire la chose et je peux exploiter la chose et avoir des résultats de cette chose. Cette réalité définie par le logiciel me donne l'usus, mais il n'y a plus le fructus. Le fructus n'est pas le mien, n'est pas mien. Voilà que nous changeons les chaînes de pouvoir dans le monde. Parler d'intelligence artificielle ne signifie pas seulement de parler de technologie, mais c'est aussi une question de pouvoir. Cela a affaire à notre existence, c'est-à-dire notre démocratie. L'intelligence artificielle a bougé des tables des ingénieurs jusqu'à passer aux tables institutionnelles. Et la grande question est la suivante. Comment est-ce qu'on peut gérer cette technologie à l'intérieur d'un système social qui est dans la relation des pouvoirs démocratiques? Ça peut faire peur, mais c'est la moitié de la réponse. L'autre moitié est liée à une autre question. L'ordinateur naît pendant la guerre et c'est une chose qui sert à résoudre les équations différentielles qui permettent de comprendre comment colloquer l'uranium pour construire la bombe atomique. Colossus en Angleterre est utilisé pour décoder Enigma, utilisé par les Anglais. À la fin de la guerre, on dit que l'ordinateur a été fondamental, mais on disait que le monde avait besoin de seulement 5-6 ordinateurs. Mais en fait, l'ordinateur se répand grâce aux transistors. Pendant les années 50 et 60, il y a la diffusion de l'ordinateur dans les grandes entreprises et il y a le changement de la structure organisationnelle pour l'ordinateur. En 1980, il y a eu 2 grands ordinateurs, le Pentagone et le deuxième ordinateur était en Amérique et qui organisait l'Amérique. En 1970, la contre-culture naît. Il y a le mouvement des hippies et pendant les années 70, le mot d'ordre est tout ce qui est centralisé est le mal. L'ordinateur répandu pendant les années 50 était une puissance de calcul qui se trouvait dans certaines places. Les soi-disant happy de la Silicon Valley attaquent ce pouvoir centralisé et le donner aux individus. Et alors, l'ordinateur personnel, le personal computer, naît. Et alors, la Silicon Valley ont attaqué le pouvoir centralisé pour créer le personal computer. L'impact de cet ordinateur commence à se répandre à partir des années 80.
il y a une couverture d'un magazine qui montre la différence entre la machine et l'être humain. Les années passent et on arrive aux années 90. Et à nouveau, l'histoire s'unit avec la technologie. Il y a le laptop, un ordinateur plus développé, il y a la chute du mur de Berlin, et Fukuyama dit que la démocratie libérale a gagné. Margaret Albright réussit à convaincre Clinton que si on s'ouvre à la démocratie libérale, alors on va gagner. Margaret Albright dit qu'on a commis une erreur parce que le marché libre est entré en Chine, mais la Chine est devenue plus riche. Mais il y a un problème au début des années 2000. Les questions qui avaient caractérisé l'Occident à la fin de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, la réalité de cette époque-là avait changé, était différente. Cela montre que notre démocratie a moins de fascination sur le monde. Arrivons à notre siècle, au XXIe siècle, et le pouvoir de l'ordinateur a une forme plus intime, le smartphone. Quand les personnes ne croient pas que le smartphone a un pouvoir intime, faites un effort. Bloquez le smartphone et donnez-le à la personne à votre droite. Mais si vous ne réussissez pas à faire cela, cela veut dire qu'il y a quelque chose d'intime. Les printemps arabes commencent. Et alors, nous pensons que le smartphone s'accompagne à la technologie, à la démocratie. Et alors, on va désirer de plus en plus les démocraties. En 2021, les révoltes de Capitol Hill brisent le rêve. Et il semble que le smartphone et les réseaux sociaux sont soit le pire ennemi de la réalité. J'en ai parlé dans un livre qui va être publié en octobre. Et en 2010, les réseaux sociaux vont se coter à la bourse. Mais un autre élément m'intéresse, c'est-à-dire qu'en 2020, il y avait la pandémie. C'était la seule année où le meeting en présentiel n'avait pas lieu. Et le numérique était complètement entré dans notre vie. On pouvait signer les documents avec le numérique. On pouvait faire les réunions en ligne. On pouvait aller à la banque sans aller en présentiel à la banque. Et alors, la technologie a absorbé nos vies. La troisième décennie commence et elle s'ouvre en 2022-2023 quand la société se rend compte qu'il y a l'intelligence artificielle à travers ChatGPT. Et ça, c'est le grand défi. Parce que l'arrivée de l'intelligence artificielle devient de moins en moins claire quand il y a les processus de l'ordinateur. Il y a un autre élément, les clouds, parce que le pouvoir de l'ordinateur centralisé absorbe toutes les choses de la réalité. Et alors, il y a une question. Pour vivre l'essentiel, nous devons affronter une réalité définie par le logiciel, dont nous avons seulement une licence. Nous devons affronter donc le pouvoir de l'ordinateur. Merci. Je remercie vraiment le Père Paolo parce que je vous assure que ce n'est pas simple de tracer une fresque aussi continue et complète qui explique le moment dans lequel nous nous trouvons et comment on y est arrivé. Et surtout,
qui éclaire ce phénomène. Aujourd'hui, c'est un software qui définit la réalité. On utilise ces instruments non seulement pour faire, mais pour connaître, pour définir ce qui nous entoure. Et ça, c'est un état de fait. C'est une société qui dépend de plus en plus de ces instruments. Et c'est pour cela que je m'adresse à l'ingénieur Tagliaretti, à Luca. C'est pour cela que grandit le thème de la sécurité. Donc un monde dans lequel nous dépendons toujours plus de ces instruments. Et pas seulement parce que nous voyons malheureusement que la guerre, les attaques, le crime se sert souvent de ces instruments, mais aussi parce que nous-mêmes nous en dépendons. Donc ce thème se développe et c'est le thème sur lequel tu travailles. Oui, tout à fait. Merci. Pour commencer, je voudrais remercier le meeting de cette invitation. Comme le disait Simoncini, pour moi, c'est un retour à la maison parce que j'ai été bénévole dans les années 80 ici. Ce sont des souvenirs de ces rencontres. Je suis allée revoir les titres. Le meeting a toujours eu cette capacité d'être en avance sur les thèmes et de discuter sur des thèmes d'une manière qui ne soit pas superficielle, mais approfondie, qui aille au cœur des choses et de ce qui émerge de notre société. Donc merci pour cette invitation. Merci d'avoir choisi un thème aussi important dont on ne cesse de parler. Mais ce sont souvent des thèmes qui sont traités de manière très superficielle ou bien dans des clubs étroits. Et c'est important qu'il y ait une conscience commune parce que c'est ce qui nous permet de grandir en tant que société. Nous avons mis au cœur de ce sujet les raisons de l'intelligence artificielle. Donc c'est un titre vraiment très important. On parlait d'espace numérique. Nous vivons tous dans deux espaces. Un espace terrestre, celui dans lequel nous nous rencontrons aujourd'hui, mais nous voyons le professeur Azetti en ligne dans un espace numérique. Nous vivons aussi dans un espace numérique qui devient de plus en plus l'espace important de notre vie, où nous rencontrons des personnes, où nous faisons des transactions économiques, où nous interagissons, où nous entreprenons aussi des relations, où nous interagissons avec l'administration. C'est également l'espace dans lequel nous forgeons nos opinions. Donc c'est important que cet espace numérique soit le plus protégé possible. Et pas seulement protégé d'attaques informatiques, mais aussi protégé par rapport aux données qui sont recueillies, aux données dans lesquelles le système puise pour aider à forger les opinions. Et ça, c'est le grand thème de la désinformation. C'est pour cela qu'il est très important de comprendre ce que l'on fait pour rendre cet espace plus sûr et quels sont les risques. Alors, je vais partir des risques et d'une série d'exemples qui, pour certains, sont peut-être connus et d'autres peut-être moins. Le père Benanti parlait des hôpitaux. En février de cette année, en Roumanie, 17 hôpitaux ont été attaqués par une attaque informatique très sérieuse. Pendant près d'une semaine, les opérations ont été suspendues, les réservations rendues impossibles, avec de grands risques dans les salles de réanimation et dans les opérations qui étaient en cours. Donc l'attaque, souvent, même si elle provient souvent d'une seule entité, peut avoir un impact sur des millions de personnes. Nous avons plus de 800 000 attaques par an. Une attaque toutes les 40 secondes. Et souvent, elle passe à travers des vecteurs humains, c'est-à-dire des mails, des messages qui nous arrivent. Donc c'est important de comprendre que c'est un risque qui existe. Autre exemple. Beaucoup d'entre vous souviennent certainement que le 19 juillet, il y a eu ce grand accident informatique avec ce logiciel d'une société américaine qui est utilisé dans beaucoup d'avions et d'aéroports, CrowdStrike. Et ce n'était pas une attaque, mais le problème qu'a rencontré ce logiciel a suscité des problèmes dans le monde entier. Et ça, c'est une nouvelle que tout le monde connaît. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que dans les moments qui ont suivi immédiatement cette attaque,
ont commencé à apparaître sur le réseau des centaines de sites qui offraient des logiciels de réparation, des pansements numériques qu'on pouvait télécharger et pour régler le problème qui s'était créé par CrowdStrike. Et en réalité, c'étaient tous des vecteurs d'attaque. Donc, il est évident que ces vecteurs avaient été préparés à l'avance, mais l'intelligence artificielle, utilisée de manière criminelle, a permis en quelques minutes de créer des sites web, de créer des messages, de les lancer en ligne et donc de créer des messages personnalisés pour pouvoir attaquer les différentes entités. Donc il y a une réalité que nous ne connaissons pas très bien de pays, de sociétés, de personnes privées qui travaillent pour nous nuire de manière criminelle. Alors que fait-on? Quelle est la réponse que l'Union européenne, je parle de cela parce que c'est mon travail, disons que la part de la cybersécurité, c'est comme un gâteau dans lequel nous avons des activités commerciales, des activités d'information, des activités de transaction, des activités personnelles et de communication. Donc à partir de 2016-2017, un grand effort a été fait, d'une part du point de vue législatif, mais aussi du point de vue du gouvernement et des financements, avec des actes très importants dont nous ne voyons peut-être pas la portée, mais qui ont un très grand impact sur les sociétés dans le monde. Le règlement sur les services numériques, qui limite d'une certaine manière la diffusion de fausses informations, donc il donne une responsabilité à la société, au vecteur qui va propager l'information. Le Digital Market Act, qui réduit le monopole de certaines sociétés. Le NIS, qui aide à rendre les infrastructures critiques, par exemple les hôpitaux dont nous avons parlé, mais aussi les transports, l'électricité, l'énergie, qui les protège, qui les rend plus sûrs. Donc une obligation pour les pays de se protéger. Un autre règlement qui est entré en vigueur récemment et qui va être signé probablement en septembre crée un bouclier numérique, un cyberbouclier de toutes les infrastructures critiques. Donc on va créer des centres d'écoute dans tous les pays reliés avec les technologies les plus avancées pour faire en sorte que les infrastructures soient protégées et que les informations soient partagées entre pays. Pour ce qui concerne l'intelligence artificielle, donc le rôle de l'intelligence artificielle dans cette protection des services essentiels de l'espace digital, l'Union européenne non seulement a créé un document adapté, un règlement adapté, mais elle a également destiné des fonds particuliers, 4 milliards d'ici à 2027, pour aider les petites et moyennes entreprises, pour créer des innovations dans la technologie qui permettent de créer un espace numérique plus sûr. Elle a créé les fabriques d'intelligence artificielle qui sont des laboratoires où les startups peuvent tester leur technologie pour devenir le plus innovatif possible et moderne possible. Elle a créé également des supercomputers. Il y en a un près de chez nous, à Bologne, qui s'appelle Leonardo, qui est l'un des 5 supercomputers les plus importants au monde, le 2e en Europe. Donc il y a un travail derrière nous de coordination qui permet au reste du secteur industriel, donc au reste des activités d'investissement, de pouvoir faire des développements de l'intelligence artificielle qui soient utiles à l'homme et qui soient protégés en même temps. Pour ce qui concerne l'Italie, il faut le dire, l'Italie est l'un des pays leaders dans ce domaine. C'est le pays qui fait le plus d'investissements dans ce domaine. Nous avons une stratégie d'intelligence artificielle qui a été approuvée l'année dernière, qui sert de ligne conductrice pour le prochain quinquennat et qui est une stratégie certainement assez unique en Europe. Nous faisons des investissements à travers l'Agence pour la sécurité nationale, l'Agence pour l'Italie numérique,
qui vont aider aussi le tissu entrepreneurial italien à être plus compétitif, qui va aider les citoyens à vivre dans un espace numérique qui, comme nous l'avons vu, est toujours plus sûr et à mesure d'homme. Merci. Merci. Merci parce que tu nous as aidés à entrer dans le mérite de la manière dont les institutions, en particulier les institutions européennes, il faut le rappeler, dans le panorama du monde, par rapport au domaine américain et chinois, l'Europe cherche d'affronter ces thèmes et de garantir de la sécurité. Et donc, nous évoluons dans ce contexte. Maintenant, je voudrais remercier encore Monsieur Rasetti de nous avoir consacré du temps. Il est connecté avec nous. Bonsoir à nouveau, Monsieur le professeur. Alors, Professore, lei è uno degli scienziati. Vous êtes l'un des scientifiques qui a affronté le thème de l'intelligence artificielle dès le départ. Alors, quel est le secret? Comment explique-t-on ce succès incroyable? Quelle est la force et peut-être la faiblesse de cet instrument qui change tellement les vies de tout le monde? Bon, moi je crois que la chose qui est en train d'arriver, c'est que nous sommes dans le milieu d'une grande révolution culturelle et anthropologique. De manière différente, vous et les rapporteurs, vous avez cité le fait qu'aujourd'hui, nous avons des prothèses. Nous sommes 8 milliards de personnes dans le monde et 6 milliards de personnes ont un portable. Cela a augmenté la connectivité et notre capacité de parler avec les autres. La révolution est aussi culturelle parce que c'est une révolution qui nous change dans le profond. Et probablement, cette révolution sera anthropologique parce que l'esprit a une influence sur les processus productifs. Et cette prothèse ne va pas manquer dans ce changement. Les raisons de cette révolution sont différentes. Certaines de ces raisons sont liées à une erreur que nous avons commise, l'erreur d'avoir nommé les choses. Je pense par exemple que le nom intelligence artificielle est un nom erroné. Parce que nous ne parlons pas d'intelligence, nous parlons de machines de manière un peu exagérée, parce que ce ne sont pas de machines anciennes avec tous les mécanismes que nous connaissons, mais ce sont plutôt des processus de calcul modernes. Plutôt, nous devrions dire des machines intelligentes plutôt qu'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est pas liée au cerveau. Le cerveau est la machine la plus extraordinaire de l'univers que nous connaissons. Le cerveau humain fait des choses extraordinaires. Et quand nous cherchons à rendre explicites ces choses, nous ne pouvons pas les décrire. Le cerveau est l'Turing incomputable. Parce que toutes les machines sont basées sur les règles faites par Turing, le père de l'intelligence artificielle. Par exemple, l'intelligence artificielle ne sait pas faire des choses effectuées par le cerveau, à savoir l'autoconscience. L'autoconscience est la propriété que nous avons
L'autoconscience consiste de savoir qu'on existe. Et nous savons ce que nous faisons. Il y a de beaux modèles conceptuels de conscience de soi. Giulio Toloni est un neuroscientifique italien qui a montré ce modèle théorique qui définit une fonction qui s'appelle phi, qui est une lettre de l'alphabet grec. Et cette fonction mesure la conscience de soi. Dans le dernier travail que j'ai publié, j'ai souligné le fait que le modèle de cerveau de Toloni n'est pas un Turing computable. Malgré le fait qu'il y a tous les ordinateurs du monde qui sont capables de faire beaucoup de choses, le cerveau reste supérieur. Donc l'intelligence artificielle est fascinante parce que c'est une projection de nous vers l'extérieur et c'est notre chasse vers la réalité, notre course à la réalité. Et les intervenants qui m'ont précédé l'ont évoqué. Vous savez, je vous raconte quelque chose. Vous avez parlé de ChatGPT. ChatGPT n'utilise pas seulement le machine learning, c'est-à-dire la technique fondamentale de l'intelligence artificielle qui paraît un peu mystérieuse, mais c'est une technique assez banale, c'est-à-dire vous avez un ensemble de données immenses duquel vous devez extraire des informations et des connaissances et vous vous apercevez que examiner tout cet ensemble de données comme tautologie ordinaire, c'est impossible. Avec une méthodologie ordinaire, c'est impossible. Alors, vous créez des sous-ensembles élaborés à la main en transpirant pour comprendre s'il y a des tendances, des patterns répétitifs. Et puis, avec cette compréhension qu'on a obtenue sur ce sous-ensemble, on essaye de l'étendre à l'ensemble des données. Alors, ce que ChatGPT permet d'utiliser une version plus complexe de ce processus qu'on appelle le deep learning. Pour être plus précis, le deep force learning, c'est-à-dire une machine qui connaît de manière approfondie. Et ce n'est rien d'autre qu'une interaction de la machine learning répétée. Donc peut-être qu'à la première étape, vous savez quel est l'environnement auquel se réfèrent ces données. Et dans les passages suivants, à chaque fois, vous vous référez à un environnement qui n'est pas celui de départ, mais qui est celui qui a été construit dans le processus de deep learning précédent. Dans le processus, d'apprentissage automatique précédent. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que notre machine learning, notre apprentissage automatique, je me souviens, je suis très heureux de voir un tel plateau de jeunes spectateurs qui ont certainement récemment fait des études de philosophie au lycée. Et vous vous souvenez du mythe de Platon? Platon nous dit, attention, nous ne connaissons pas la réalité. Nous connaissons quelque chose que l'on peut assimiler aux ombres que la réalité projette sur le fond d'une caverne. Et nous sommes devenus très habiles pour étudier ces ombres qui sont projetées sur le fond de la caverne. Mais nous sommes déjà loin de la réalité. Nous sommes dans une représentation
Nous sommes déjà loin lorsque nous comprenons comment fonctionnent ces ombres. Dans le deep learning, nous étendons ce processus bien plus loin. Donc nous sommes très loin de la réalité. La réalité n'est plus là, on est dans un trou noir, dans une boîte noire. Et c'est un peu un trou noir, parce que quand on y entre, on n'en sort plus. Donc si quelqu'un a programmé un morceau de deep learning, si on lui demande ce que fait la machine en ce moment précis, quel processus de raisonnement elle réalise, la personne n'est pas capable de le dire. Et si quelque chose tourne mal, on ne peut pas intervenir. La personne n'est pas capable d'intervenir. Le processus est devenu une black box, une boîte noire. Donc tout cela, c'est ce qui nous intéresse. C'est que, en quelque sorte, cela exprime quelques caractéristiques de l'intelligence artificielle. J'ai mis un peu de temps à répondre à votre question, mais voilà les caractéristiques. L'intelligence artificielle, ce sont des machines, donc des processus de calcul qui nous permettent de faire des choses et donc aider l'homme à faire des choses que l'homme fait avec la tête et non pas avec les mains. L'intelligence artificielle est inévitable. Elle est inévitable parce que nous avons affaire chaque jour dans notre vie quotidienne avec une quantité de données qui est effrayante. Vous savez, la quantité de données qui a été générée, traitée, confrontée dans les 12 derniers mois, une base de données nous dit, je le dis avec mon langage technique et ensuite je vous le traduis, 300 zétabytes. Un zétabyte, ça veut dire 1000 milliards de gigabytes. Cela veut dire 1000 milliards de bytes. Pour vous le dire, comme je le dis à mes étudiants, si vous identifiez un byte avec un caractère d'imprimerie, un zétabyte, ce serait 360 milliards de fois un livre comme Guerre et paix de Tolstoï, un livre de 1500 pages. Donc, nous traitons une quantité de données monstrueuse. Et nous allons en produire toujours plus. Donc, l'autre chiffre inquiétant ici, c'est celui que l'on appelle le temps de redoublement. C'est-à-dire, en combien de temps nous produisons le même nombre de données qui a été produit depuis toute l'histoire de l'humanité. Et actuellement, on est dans l'ordre de 8 mois. Mais au rythme où les choses vont, sur Internet, on a 150 milliards de dispositifs qui sont capables de générer des données et d'interagir avec ceux qui génèrent des données d'autres natures. Donc, le temps de doublement va devenir beaucoup plus court. Donc, dans une journée, nous allons produire plus de données que notre histoire. Donc, on ne peut pas éviter ce processus. L'intelligence artificielle n'est pas, comme certains l'ont dit, peut-être avec espoir, que ce serait une bulle comme les tulipes 2660 en Hollande. Ce n'est certainement pas une bulle, mais c'est un processus qu'il va falloir contrôler si nous voulons conserver toutes nos propriétés entre les mains. Parce que ces données, ou c'est une machine qui les traite et nous aide à en tirer la richesse qu'elles contiennent, ou bien elles seront perdues. La différence par rapport aux tulipes, c'est que ces données évoluent à une vitesse qui n'a pas de précédent. Si vous pensez l'indice, la courbe qui indique l'indice de développement de l'humanité dans le temps, en partant de 8000 avant Jésus-Christ et en arrivant jusqu'à notre époque, donc 10 000 ans,
vous allez découvrir que cette courbe n'a presque pas d'histoire jusqu'à 1700 ans à peu près avec le Christ. Il n'y a presque pas d'histoire, il y a quelques oscillations vers le Moyen Âge et la Renaissance. Et puis en 1770, qui est la date d'imagination, de création d'une machine, cette courbe commence à grandir de façon exponentielle. Et arrivé à notre époque, cette croissance exponentielle est tellement raide que notre courbe devient presque une droite verticale. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend le logarithme, et pour voir comment la courbe évolue vraiment dans les dernières années, on va voir le logarithme. Et c'est très inquiétant parce qu'on s'aperçoit qu'il se passe exactement ce qui se passait avant. C'est-à-dire qu'on est au milieu de ce genou, de cette croissance qu'il y a eu avec l'invention de la machine à vapeur en 1770. Donc on est dans une situation analogue à la sortie duquel il faut qu'on s'attende à une autre croissance exponentielle. Donc c'est une échelle algorithmique. Donc ça va être une croissance exponentielle, une croissance exponentielle. Donc croyez-moi, c'est une forme de croissance que l'on ne sait pas décrire. Si je le fais en base 2 par simplicité, et j'imagine n pas de temps, 2 à la 60e, ça fait 64. Donc c'est une croissance dramatique. On est parti de 1, on arrive à 64 en 6 pas. Mais si la croissance était 2 fois exponentielle, 2 à la puissance 2 à la puissance n, ça équivaut à quelque chose comme 20 milliards de milliards de milliards. Donc 20 milliards à la puissance 18. Monsieur le professeur, je pense que je vous remercie. Je pense que vous nous avez permis de saisir cette explosion. Et surtout, je vous remercie beaucoup d'avoir été parmi nous. Et nous vous attendons la prochaine fois certainement en présence parce que vous nous l'avez promis lorsque nous avons établi le contact précédemment. Merci encore. Alors, face à cette description, il est inévitable, avec ces chiffres et avec ces données, on ne peut pas penser qu'on pourrait reculer. Alors, on va vers la conclusion de cette rencontre. J'aimerais essayer de comprendre de façon positive quelle est la mission. Tu diriges une agence qui a pour thème d'augmenter les compétences, la connaissance. Oui, merci beaucoup. Je me relie à ce que venait de dire le professeur Rasetti, que je remercie pour son intervention. Et je me relie au thème du gouvernement de cette technologie et donc la partie des compétences. Souvent, nous parlons du thème de l'intelligence artificielle de manière binaire. Avantages et inconvénients, utilisation et risques, modèle européen et modèle américain. Mais comme M. Rasetti le disait, la question doit être modifiée. On doit partir d'une donnée concrète. L'état de l'intelligence artificielle a commencé il y a 15 ans. Maintenant, les effets sont visibles grâce à ChatGPT et aux autres modèles informatiques. Mais tout cela a commencé il y a 15 ans. Et cela est en train d'exploser et donc nous devons l'affronter. Partant du fait que c'est inévitable. En tant que société et en tant qu'individu, comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que les bénéfices de cette technologie atteignent le maximum? Quel est notre devoir en tant que société, en tant qu'institution et en tant qu'individu? Du progrès a été fait, c'est-à-dire le logarithme, le dessin d'un nouveau moyen d'interagir avec les machines, avec l'intelligence artificielle. C'est une approche qui a été effectuée récemment sur le règlement de l'IA est unique.
C'est unique pour toute une série de raisons. Parce que le règlement est unique. En Angleterre, aux États-Unis, en 2023, des règlements ont été publiés comme tentative de faire quelque chose. Mais ces règlements n'ont pas donné de résultat à la société. Par contre, le règlement de l'IA à l'Union européenne est unique dans son genre, même si beaucoup de temps a été nécessaire pour le faire. Ce règlement a une puissance globale. Le règlement s'applique à toutes les sociétés, tous les producteurs, toutes les entreprises. Et si les technologies de l'intelligence artificielle sont concernées. Et ce modèle met au centre l'être humain. Donc les droits fondamentaux de la personne. En partant des droits fondamentaux, on cherche à comprendre quels sont les risques que les systèmes ont. Et donc, on définit des utilisations de l'IA qui ne sont pas permises. Par exemple, parmi les utilisations qui ne sont pas permises est le social scoring, donc le classement des personnes sur la base des critères informatiques obscurs, par exemple dans les pays asiatiques. L'utilisation des technologies qui permettent de faire une prévision sur la base des crimes de la personne ne sont pas utilisés chez nous. Il y a des systèmes qui permettent la manipulation des émotions. Eh bien, ces systèmes sont en circulation. Récemment, il y a eu une nouvelle selon laquelle Amazon a installé des logiciels à l'intérieur des caméras de certaines gares en Angleterre pour contrôler les émotions des passagers quand elles regardent des annonces publiques, pour voir quelle affiche publicitaire avait le plus succès. Mais ce système ne sera jamais possible chez nous. C'est déjà une limite, une interdiction de la technologie. C'est beaucoup plus complexe. Il y a la partie de la technologie, il y a la partie de l'information, de l'éducation, il y a la partie du règlement. Et puis, il y a des technologies qui peuvent entrer dans le marché, mais qui doivent être réglementées et contrôlées. Pensons par exemple aux technologies de conduite assistée. Il y a les Waymo qui sont des systèmes automatiques. Donc, ce sont des technologies qui assistent le conducteur, mais qui doivent être contrôlées. Il y a aussi des technologies qui aident la chirurgie et qui ne font pas de discrimination. Ce sont des utilisations de l'IA qui sont permises, mais qui doivent être contrôlées auparavant. Il doit y avoir une garantie après le contrôle. Il doit y avoir une étiquette qui nous dit que une telle chose a été faite par l'intelligence artificielle, puisque l'IA est en train de se répandre partout. Nous ne concentrons pas sur les bénéfices souvent. Nous nous concentrons seulement sur les risques parfois. Je vous ai donné une idée sur les extrêmes de l'IA. Et puis, il y a la dernière série de technologies qui sont les technologies qui ne demandent aucune autorisation, mais seulement une communication de transparence. Si je communique avec un chatbot qui va à une compagnie aérienne, une réponse automatique m'arrive
Et cette réponse me dit que je suis en train de communiquer avec une machine. Mais dans certains cas, cela n'arrive pas. Donc, la transparence est nécessaire. Ce sont les catégories principales. Et puis, il y a la partie des utilisations de l'IA qui sont permis, qui ne demandent aucune autorisation ou communication. Par exemple, les spams de l'ordinateur ou la graphique des jeux vidéo. Ce sont des utilisations que le règlement permet sans aucun contrôle. Et quand on parle de cette opposition des différents systèmes et donc favoriser la recherche ou protéger les droits fondamentaux, et quand on parle de cette opposition, le règlement permet la recherche de tous les types de l'IA, mais le règlement n'autorise pas certaines utilisations. Disons que c'est une zone qui limite le trafic des voitures. Il y a des voitures qui peuvent entrer dans cette zone et d'autres qui ne peuvent pas. Il y a un autre exemple, le rond-point. Donc, ce n'est pas un croisement, mais c'est une possibilité de permettre à toutes les technologies d'entrer dans ce rond-point. Ça, c'est l'approche que nous avons en tant que société. En tant qu'individu, qu'est-ce qu'on doit faire? Monsieur le professeur nous le disait. L'ère de la révolution de l'intelligence artificielle est arrivée. Maintenant, nous devons la guider et l'orienter. D'une certaine manière, nous devons être dans le contrôle de cette révolution, au centre de cette révolution. La volonté, le projet, la vision sont nécessaires. Nous devons faire en sorte que la technologie soit utilisée de manière juste. Nous avons une responsabilité en tant que pays. Chaque fois qu'il y a une révolution industrielle, dans ce cas-ci, c'est comme si nous avions une nouvelle possibilité de mettre en pratique et d'affronter ce défi en tant qu'individu. Nous pouvons donc nous mettre en jeu en tant qu'individus dans cette révolution et devenir des protagonistes de notre avenir technologique. Souvent, nous disons que la sécurité est un jeu d'équipe, tout comme la cybersécurité. Nous sommes l'équipe la plus forte. Et donc, si nous travaillons ensemble, je suis optimiste sur le fait que si nous travaillons ensemble dans la direction d'être plus conscients, alors nous pouvons réduire les risques de l'avenir. Merci, Paolo. Les institutions essayent d'édicter des règles pour nous aider. Quel est le rôle de la personne? Oui, c'est beau de faire ce type de discours dans un lieu comme le meeting où on trouve de telles fortes passions pour l'homme et pour l'engagement éducatif. J'aimerais dire que cette histoire de l'étiquette à mettre sur les produits d'intelligence artificielle existe déjà. Il y a une loi qui est passée au Parlement en Italie, ou en tout cas qui est en train d'être analysée grâce au travail des commissions et à certains députés. Donc pour garantir un droit qui est le droit unique des personnes. Mais repartons de ce qu'a dit le professeur Azati, qui est d'ailleurs un de mes amis. Nous sommes plus de 8 milliards d'êtres humains, 8 milliards 100 millions actuellement selon les statistiques officielles. Parmi ces personnes, 75% de l'humanité utilise un smartphone, donc une machine programmable. Donc si l'on en reste aux statistiques officielles, actuellement dans le monde, il y a 27 millions 100 000 personnes qui sont capables de programmer ces machines. Donc
parler le langage des machines. Donc ça veut dire que 99,67% de l'humanité est analphabète. Et ça, c'est quelque chose qui dit les médiations entre nous et le pouvoir informatique. Donc ça, c'est une urgence éducative. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on sache tous programmer, mais ça veut dire que si on donne ce pouvoir à 0,35% de l'humanité, on crée une inégalité énorme avec une toute petite fraction de personnes qui sont les druides de cette nouvelle technologie qui peuvent faire arriver les choses et exclure les autres. La véritable grande révolution, la cyberdéfense, c'est l'éducation, l'engagement éducatif. C'est quelque chose de fondamental. Parce que nous appartenons à une espèce unique. J'ai passé mon enfance à dessiner des champignons rouges avec des cercles blancs instinctivement. Je ne savais pas qu'ils étaient toxiques, on me l'a appris après. Donc si nous ne transmettons pas ces compétences aux générations suivantes, les générations suivantes seront dépourvues de ces compétences. Donc ça, c'est seulement la moitié de l'histoire. L'autre moitié de l'histoire, c'est que depuis septembre déjà, les systèmes opératifs de nos ordinateurs, quel que soit le modèle, seront pleins d'intelligence artificielle. Ça veut dire que l'intelligence artificielle habitera notre quotidien. Et ça nous ouvre un certain nombre de problèmes. Le premier, c'est que si je m'empare de votre ordinateur sur lequel il y a une intelligence artificielle qui fonctionne plus ou moins comme ChatGPT, et je lui dis, tu peux me dire tout ce que je peux utiliser pour faire chanter Paolo Benanti, alors il va y avoir des selfies avec lesquels je me trouve avec des personnes et je mange de manière non contenue. Donc l'ordinateur va être plus réactif pour sortir des choses que vous ne voudriez pas faire sortir. Donc je prends l'ordinateur d'un PDG et je lui dis, tu peux me dire tous les secrets industriels qu'il y a là-dedans, et il va obéir tout de suite, il va me dire. Et pire encore, qu'est-ce qui se passe si une organisation criminelle s'empare dans les ordinateurs de chacun d'entre nous qui possède ces systèmes intelligents? On peut penser à une attaque sous forme d'essaim contre des infrastructures critiques qui est capable de mettre à genoux un pays. Donc voilà, ce qui risque d'arriver, cette dynamisation à travers de tous nos ordinateurs, doit nous faire réfléchir sur comment garantir une sécurité intergénérationnelle, un accès à la démocratie intergénérationnelle à travers l'éducation, mais qui a une capacité de construire des garde-corps qui permettent d'éviter à ces machines si utiles de quitter la route. C'est à nous, à notre génération, de décider cela. Merci beaucoup. Alors, pour conclure, en remerciant encore nos intervenants dans cette rencontre, je signale seulement un point dont je pense que chacun maintenant en est conscient. Le terme clé qui sort de votre discours, c'est le terme d'éducation. C'est-à-dire que ce monde, il faut le comprendre pour pouvoir l'utiliser. Autrement, il est inévitable qu'on soit utilisé. Donc cet aspect de la connaissance et de l'éducation, je pense que c'est vraiment du ressort d'un lieu comme celui-ci, qui a toujours rappelé combien cette dynamique de la vie est importante. Et donc si je peux me permettre, ici au meeting, il se passe des choses étranges parfois et particulières. Si vous allez dans ce qu'on a appelé le village des enfants, l'aire qui est dédiée aux enfants dans ce meeting, vous allez trouver un laboratoire où des collégiens écrivent une série en utilisant ChatGPT pour favoriser la créativité des jeunes. Donc pas pour leur demander de faire la série, pour leur demander de copier, mais pour les aider dans leur écriture créative. Donc je crois que dans cette phase défensive, il faut qu'on passe à une phase de proposition. Il existe des lieux où cette technologie peut être utilisée de cette manière. Et là encore, je remercie, encore un applaudissement pour le professeur Rasetti, Monsieur Luca Tagliaretti et le père Paolo Benanti.
E ringraziando En les remerciant, encore, je rappelle qu'à la différence des Big 5 dont nous parlons, nous n'avons pas toutes ces ressources économiques. Nous reposons entièrement sur l'autofinancement. Donc je rappelle que chacun peut saisir l'occasion. Vous trouvez des stands qui s'appellent Dona Ora et qui vous permettent de soutenir le meeting. Et je vous demande particulièrement de noter que dans ce moment historique précis, où il y a de plus en plus d'inconnus qui nous font nous demander comment est-ce qu'on peut construire le dialogue et la paix, on ne pouvait pas se sentir provoqué par ce que nous a dit le cardinal Pizzaballa dans la première rencontre, le premier jour de ce meeting. Donc cette année, une partie des dons qui vont être reçus cette année vont être donnés pour l'urgence en Terre Sainte. Et donc je vous demande, si vous le pouvez, de faire un effort en plus. Merci encore et bonsoir. civiltà dell'amore. Fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se
la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene. Si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi.
di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene. Si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia?